Pour ce 100e numéro de Va te faire suivre, j'avais à cœur de faire une belle et grande vidéo bien sûr, mais surtout, parce que je ne fonctionne que comme ça, avec un sujet qui me fasse rêver, un sujet qui me passionne, genre qui pourrait me passionner doublement, qui me toucherait personnellement, et qui soit, disons-le, un cadeau que je me ferais à moi-même. Mais pas de panique, je vais faire en sorte que toi aussi, tu puisses prendre du plaisir à suivre cette vidéo et que surtout, ça t'apprenne bien des choses sur la psychologie, mais aussi sur cette pratique étrange et méconnue qu'est le roller strict ou roller agressif. Je vais donc t'exposer ce qu'est le roller, que je pratique, et surtout en déplier les aspects psychologiques et métapsychologiques. Et pour ce faire, quoi de mieux que de prendre un cas clinique ? Pour ne pas trahir le secret professionnel du psychologue que je suis, ni la vie privée du pratiquant lambda, le cas clinique, ce sera moi. Je vais donc dans un premier temps exposer comment le roller s'est inscrit dans ma vie, afin que vous compreniez pourquoi est-ce que cela a encore aujourd'hui tant d'importance chez le sujet de notre étude, puis dans un second temps, nous verrons tous les aspects psychologiques que tout cela met en évidence. Au départ, il faut aller chercher ce que la littérature nous apporte comme base théorique sur les sports extrêmes de façon générale et pourquoi ces activités ont un tel pouvoir de transformation et d'addiction auprès de ses pratiquants. Comme toujours, toutes les sources seront en description. Si j'en crois l'excellent article de Marc Clément sur le sujet, c'est Ehrenberg qui en 1998 rapporte des faits qui me paraissent tout à fait exacts en ce qui concerne la psychologie de base des pratiquants de sport extrême. Je cite: la personne est renvoyée à elle-même pour s'inventer un présent dans une singularisation de ses actes. La personne serait ankylosée, fatiguée d'être soi dans un univers spatial réduit, confiné, dépourvu de toute stimulation non formatée, dans un environnement tout sécuritaire. Fatiguée d'être soi, de rechercher à donner un sens à sa propre vie, la personne semble penser que la prise de risque représente une donnée importante de la société actuelle en perte de repères stables, de rites. À travers le risque, la recherche de limites, la personne cherche à tester celle de la vie, à se différencier des autres, à donner un sens à une existence par trop prédéterminée. Le risque extrême serait une dernière épreuve imposée pour justifier d'une existence. L'agir devient le seul recours pour retrouver un équilibre psychique et ne pas se laisser porter de façon angoissante. Les conquérants de l'extrême sont soucieux de retrouver une certaine violence originelle, celle de la vraie originelle établie sur la survie, qui se fonde sur la violence des instincts primitifs. Je ne pourrais évidemment pas dire mieux. Dans un autre article, on peut lire que nos sociétés occidentales cherchent à éliminer les risques par un contrôle toujours plus accru des conduites, et en même temps, les médias célèbrent les prises de risques, voire les mettent en scène. Nous sommes dans une fuite du danger et des risques non pas par volonté humaine, mais par conséquence d'une vie occidentale guidée par le risque zéro où individus, entreprises, institutions et nations cherchent toujours plus à se dégager de leurs responsabilités envers autrui. Mais cela ne fonctionne absolument pas ainsi dans la psychologie humaine. De par ses pulsions, ses désirs et son intellect, l'être humain ne peut en aucun cas dignement choisir la passivité et la non-recherche de ce qui vient border des parts de son moi. Les sports extrêmes ou la recherche du risque dans une activité sportive illustrent les mutations civilisationnelles actuelles. Par le manque de risque dans le réel de nos vies, nous en arrivons à devoir chercher nos sensations ainsi que nos limites par de nouvelles expériences. Que ce soit par une pensée, une technique, un art, son rapport au corps ou à la mort, côtoyer la limite du moi permet d'en définir le contour, la forme ou l'originalité. Chercher la limite fait partie du développement normal de l'enfant et de l'adolescent, mais pour certains, il n'est pas rare de vouloir poursuivre ce numéro d'équilibriste dans un cadre donné, leur passion. François Duparc condense les notions de risque et de manie en créant le terme de riscomane pour ces sujets qui mettent leur vie en jeu pour en vérifier le sens. En effet, Duparc repère une forme d'hyperexcitation sous-tendue par une hallucination négative, sorte de défonce qui permet de tout oublier. Il évoque ensuite un recours à l'emprise, au fétichisme du risque, soutenant un héroïsme de survie au service du moi idéal et d'un narcissisme défaillant. Enfin, il évoque des comportements dits autocalmants, suppléant au manque de parexcitation et enfin une compulsion de répétition, tentant de décharger ou de symboliser des traces traumatiques. Et vous verrez plus tard que je suis là encore on ne peut plus d'accord avec ces auteurs.
Jérémy est un Français de France. Des Français de France. Un enfant presque normal qui naît le 3 juin 1982 dans la belle commune de Muret, connu pour son magnifique centre de détention au design audacieux. Très vite, et pour une raison qui m'est encore inconnue, c'est vers l'âge de 4 ou 5 ans que je réussis à dégoter une paire de rollers quad qui était censée appartenir à mon père, que je n'ai jamais, je dis bien strictement jamais, vu de ma vie sur ces rollers. À ce moment-là, je vis dans la belle ville de Béziers, connue pour son magnifique maire progressiste, mais néanmoins humaniste. Et je roule ma fière monture aussi souvent que la vie avec un grand V puisse me le permettre. Et les plus perspicaces se diront sûrement qu'il y a un problème. Comment puis-je rouler avec les rollers de mon père alors que je n'ai que 4 ou 5 ans? Bien joué Tommy. Ces rollers qui appartenaient bien à mon père taillaient effectivement du 42. Mais têtu comme je l'ai toujours été, cela ne me posait pas le moindre problème. Nouvelle époque, nouvelle ville, je roule donc de plus en plus seul, complètement libre dans les rues de Voiron, connue pour son doux breuvage local, la Chartreuse. What the fuck is it? Chartreuse. The only liquor so good they named a color after it. Ces quads, je les ai poncés littéralement pendant 10 ans, jusqu'à une soirée qui est encore inscrite très clairement dans ma mémoire. Comme toujours, en week-end chez Olive et Steph, Stéphane venait de recevoir un nouveau jeu sur sa PlayStation, X-Game. Donc le concept du jeu n'a foutrement rien à voir avec le concept du roller au X-Game, mais passons. Le vrai truc important, c'est que c'est la première fois que je voyais qu'on pouvait faire des sauts, et peut-être même des figures avec des rollers. Et là, je me sentais déjà libre sur mes quads, mais là je découvre un nouveau champ des possibles. Alors comme ça, je peux faire encore plus de choses avec des rollers en ligne. Mais let's go, j'en veux. Je rentre chez mes parents, je les tanne pour avoir des rollers en ligne et je pense que c'était certainement pour le Noël suivant, vous allez comprendre pourquoi, que je me retrouve avec cette magnifique paire de rollerblades inline fitness sous le sapin. Fier comme Artaban, je suis surchaud et je sors de mon immeuble, prêt à en découdre et envoyer des flat spins de dingo quand, en fait, c'est Noël, rappelez-vous, et je vis en Isère, donc il neige. Adieu vos vaches cochons, je retourne dans l'immeuble et attends sagement que des jours meilleurs se profilent. Mais que dalle, ouais. Je connais un spot près de la place de l'Europe où il y a 2 marches couvertes sous un Porsche, vous entendez? Et elles m'attendent pour que je les saute comme 2 petites souillons. Et ouais mon gars, parce que je suis un bonhomme. Bon, bref, je suis à fond, et quelle n'est pas ma surprise, tenez-vous bien, quand j'arrive sous ce Porsche de Clodo. Qu'est-ce que je vois? 2 connaissances du collège qui eux aussi venaient d'avoir des rollers en ligne et qui avaient tellement la dalle que eux aussi se sont dit « Eh ouais mais attends, mais à côté de la place de l'Europe, il y a 2 marches coquines là-bas. » Et paf! V'là-t-il pas comment commence une bromance de ouf malade. On a passé des mois, tous les 3, avec nos fitness aux pieds, à dézinguer la voironnerie tant que faire se peut. Et puis on s'est vite rendu compte que pour faire ce que nous avions vraiment envie de faire, c'est-à-dire du street, il fallait un autre matos. Venant tous les 3 du même milieu social, on n'a pas vraiment pu s'acheter nos premiers roller street avant un moment. Du coup, on a enlevé nos roues du milieu et on a commencé à taper des slides un peu partout, comme ça, à l'arrache, et forcément très limité par rapport à du vrai matériel. Mais peu importe, j'ai adoré cette époque. Si je n'étais pas en cours, j'étais forcément en ville avec Dams et Portugue. À part ça, plus rien n'avait d'importance. Enfin, si, les filles. J'ai toujours été très intéressé, que dis-je, obnubilé par les filles. Mais c'était pas réciproque du tout. Faut pas oublier, mais à l'époque j'étais petit, gros, et je faisais bien plus jeune que mes potes pour qui la puberté avait déjà donné quelques atouts masculins que je ne suis même pas sûr d'avoir personnellement à ce jour. Pour François Richard, nous explique encore Marc Clément, 3 termes définissent l'enjeu de la confrontation aux limites. Le défi, le déni et le délit. Défi de la nature, de sa puissance et sa suprématie, déni de la mort, et délit dans la transgression des différentes formes de loi. La prise de risque dans des conditions extrêmes peut alors être interprétée comme un refus d'accepter l'impuissance fondamentale de son corps. Clément poursuit en écrivant que le risque représente un déséquilibre essentiel dans la construction du moi. La quête ordalique de toute puissance peut conduire à l'illusion de dépasser son destin, de vouloir regarder Dieu en face. La pathologie d'un hédonisme permanent dans la conjugaison d'un plus que présent éviterait ainsi la confrontation avec la réalité. D'autres autour nous rappellent que si les comportements ordaliques ont toujours existé,
La prise de risque dans le sport apparaît comme une donnée nouvelle issue des possibilités techniques de notre époque et de la valorisation de l'exploit individuel et du dépassement de soi. Les prises de risque dans le sport illustrent des conduites d'excès qui caractériseraient ainsi notre société hypermoderne. Société marquée par le trop, l'intensité, le dépassement, le débordement et qui s'inscrit dans un au-delà des limites. Pour Clément toujours, risquer, c'est rendre l'impossible possible. Le but en lui-même n'abolit pas l'obstacle, mais son irrévocabilité. Pratiquer un sport à risque, c'est oser déconstruire une représentation de limite du moi, de son corps, de la physique ou d'un environnement. Le risque est une borne à dépasser dans la course vers un toujours plus. Bref, j'ai deux passions, les filles et le roller street. Et à défaut d'avoir accès à l'une, je donne tout dans l'autre. Saut dans le temps, le 3 juin 1996, pour mes 14 ans, entre mes économies, les étrennes de mes parents pour cet anniversaire et la réduction que j'obtiens grâce à mon grand frère qui bosse dans ce skate-shop, je parviens à m'acheter mes premiers roller street de la marque Roches. Alors là, vous vous dites sûrement, pétard, mais Jérémy il roule depuis ses 4-5 ans, il en fait tout le temps, il apprend à streeter avec des fitness, là il a des roller street, des bêtes de monture shapées spécialement pour la ride la plus créative et citadine, il va tout défoncer. Non. Rappelez-vous, je suis petit, gros, et j'ai même pas fait ma puberté. J'ai du gras, j'ai pas de muscles, et j'ai peur ma race. Je suis peureux, mes pauvres, mais vous avez pas idée. Dans le dictionnaire, il y avait mon nom en face du mot peur. Du coup, notre groupe de riders grandit vite, avec d'autres amis du collège, mais aussi des autres collèges, voire lycées. Au plus haut point, notre crew, la Nelson Team, on était une vingtaine. Et le plus nul, le plus peureux, celui qui avait le moins de détente, le moins de technique, le moins de tricks, le moins d'endurance, bref, le pire gars dans ce groupe d'ados, oui, c'était moi. En somme, voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con, et y a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Dans le développement psychologique normal de l'être humain, il est un moment clé où le jeune se doit de s'émanciper de son premier groupe d'appartenance, sa famille, pour aller se chercher une place dans un nouveau groupe. Les amitiés du collège et du lycée forment donc des groupes, voire même des clans, où chacun se cherche une place et une identité. Il n'est pas rare que des groupes soient intégrés puis fuient une fois que l'individu constate que sa place ou son identité ne puisse pas s'épanouir correctement. La pratique sportive permet également la vie de groupe. Et si vous mettez les mêmes personnes dans la cour du collège et sur des rollers en ville, vous n'obtenez pas un groupe d'amis, mais une nouvelle famille. Schématiquement, le groupe est fondamental dans la constitution du moi, car il est le lieu d'essai-erreur pour l'adolescent. Il y teste des pensées, attitudes et comportements et va renforcer les réponses qui semblent acceptées par le groupe et taire ou oublier les réponses qui se sont présentées comme honteuses, inadaptées ou contre les valeurs de l'endogroupe. Le groupe, parfois, nous pourrions même dire la horde, est alors un excellent moyen de se sentir avoir de la valeur, d'être du côté des bonnes valeurs, les valeurs du groupe, de l'entre-soi. Il permet aussi à l'adolescent, souvent terrifié de soi, des autres et de l'avenir, de trouver dans le groupe la compréhension et pourquoi pas une forme de sécurité. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. Les enjeux de force, de pouvoir et de hiérarchie sont testés et retestés. Les individus vont alors apprendre des modalités sociales qui pourront être utiles tout au long de leur vie. Pour ma part, je rajouterai que dans la spécificité du roller, il y a quelque chose, un objet qui aurait valeur de phallus, la paire de rollers. Comme paire de balls que l'on se sent pas forcément avoir en soi, mais un objet qui le projette aux yeux des autres. Comme un skate, un surf, une guitare ou un scooter peuvent faire office de prothèse narcissique à l'adolescence, la paire de rollers est vraiment cet objet qu'on portait avec fierté dans la cour du collège, du lycée, et pour ma part à la fac, et même encore aujourd'hui au cabinet. Bon, aujourd'hui ça n'a plus la même fonction qu'à l'époque, mais ça voulait clairement dire ça, et à quel groupe j'appartenais, que j'étais un dangereux. On est dangereux. Ouais, ma gueule. Et bien évidemment que j'en avais dans le calcif. Coucou. Les conduites dites ordaliques, ou de défi de la mort et du créateur, est aussi clairement à inscrire dans les dynamiques de groupe, qui plus est à l'adolescence. Celui dont la limite est la plus loin est forcément celui à qui on ne la fait pas. S'il peut se risquer à de telles mises en danger, c'est clair qu'il ne peut pas me craindre moi, petit ado boudonneux. Les idoles sont aussi fondamentales à l'adolescence pour la construction d'un idéal du moi et donc de ce vers quoi le moi doit tendre.
Les stars des disciplines à risque sont ainsi érigées en demi-dieux et ornent les murs des chambres aux côtés de Pamela Anderson et du calendrier Obad. Dans le roller street, ces idoles ne manquent pas. Donc du collège au lycée, soit environ 4 ans entre le moment où j'ai mes premiers rollers en ligne et la fin de ma première seconde, je me fais doucement charrier par les copains. Mais vous savez ce que c'est, à cet âge-là. On déconne, on dit des choses, on fait vivre des petits trucs, mais bon, rien de bien méchant, rien qui puisse laisser des traces. Et puis on progresse bien dans une discipline sous la moquerie et les défis où on perd tout le temps, n'est-ce pas? Et puis on a une bonne estime de soi quand on est la risée de son groupe de pairs, non? Quand on est absolument nul, on a une bonne image de soi, non? Et quand on est le plus peureux et que chaque figure est une réelle peur, on a super confiance en soi, non? Du coup, ça doit fonctionner de ouf avec les filles maintenant. Non, 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 et non. Mais après la seconde, il se passe un truc intéressant. Comme chaque année, je passe tous mes étés à bosser dans les champs chez mon oncle et ma tante, producteurs de fruits et légumes dans le sud de la France. Et je décide de rouler encore plus souvent, dès que possible, sur des spots toujours différents et de refaire tous mes tricks de façon différente, progressive et de les performer. Durant cet été, je finis probablement de perdre mes derniers kilos et je suis plus sûr de moi, sur mes rollers et pour mes figures, mais également plus sûr de moi de façon générale. Je vais à mon rythme, personne ne m'insulte ou se moque de moi, je passe des heures, des jours, des semaines, des mois à rouler seul et à reprendre chaque figure sur différents mobiliers urbains. J'adapte la vitesse, j'adapte la hauteur, je fais des longueurs de plus en plus grandes et je commence à pouvoir mettre un peu de style dans mes figures. Je peux enfin ne plus chercher uniquement la technique, mais aussi l'esthétique. C'est un tournant fondamental dans ma construction et l'image que j'ai de moi. La transgression représente un des processus de la quête d'affirmation de l'identité. En s'affirmant dans la transgression, la personne organise son propre rapport à la loi. Elle n'accepte plus de se conformer à la loi civile ni à la loi morale. Elle a construit sa propre loi psychique. Le spécialiste de l'extrême, tout en respectant les lois de la nature, cherche à imposer sa loi, trouvant en cela certainement une réorganisation acceptable de ses fonctions psychiques face aux demandes pulsionnelles. L'échec dans son élaboration serait très préjudiciable à la construction de l'idéal du moi de la personne. L'échec le renverrait très certainement à une certaine impuissance qu'il cherche justement à dépasser. Il pourrait tomber dans un trou identitaire, trou dont il lui sera difficile de sortir malgré de toujours possibles résiliences. L'image du moi est très importante dans une activité physique, et elle est pour le coup assez mesurable. On peut avoir une excellente image de soi et ne parvenir à aucun résultat probant dans la pratique. À part le déni, qui serait une autre question psychologique, peu probable de se mentir à soi-même et parvenir à une bonne image de soi si l'on est mauvais dans une discipline. L'échec renvoie fatalement à la valeur intrinsèque. C'est faux, bien entendu, mais c'est toujours ce que pensera le sportif de façon générale et le pratiquant de sport extrême en plus d'en payer un prix somatique certain. L'estime de soi n'est pas en reste et se mesurera également beaucoup aux résultats et au niveau auquel on se positionne dans cette passion. Pour peu que le jeune n'ait pas une très bonne estime de lui, espérons qu'il puisse la mesurer dans d'autres domaines tels que l'école ou les filles. Non mais parce que s'il n'y a rien qui fonctionne, ça va être compliqué. Coucou. La confiance en soi est un gros morceau pour un sportif. S'il en est dépossédé, peu de chances de tirer le meilleur de ses capacités, d'atteindre la détente nécessaire à la bonne exécution. Il faut donc parvenir à avoir confiance en soi avant d'avoir vraiment confiance en soi. Comme le disent les anglo-saxons, fake it till you make it. C'est plus que vrai dans les pratiques risquées. Nous devons sans cesse nous convaincre qu'on sait faire, qu'on peut le faire, répéter le mouvement dans sa tête jusqu'à exécuter le mouvement au plus proche de ce qu'a été la mentalisation. Il est obligatoire de se faire croire qu'on a confiance en ce que notre corps sait accomplir, même s'il ne l'a jamais accompli. Même si on n'a jamais rien fait d'aussi difficile, d'aussi technique, d'aussi haut ou d'aussi dangereux. On doit gagner cette confiance en soi pour repousser la limite, sa propre limite, celle des autres, celle de l'entendement, celle des possibles. Cette confiance en soi s'acquiert également dans le rapport à l'échec. Le dépassement de soi sur le plan psychique, sur le plan physique et sur l'assemblage des deux n'est pas souvent couronné de succès du premier coup. Donc, à part pour des sports extrêmes où la faute est synonyme de mort instantanée, le street est une excellente école de la vie car cela oblige à l'humilité. On sait à quel point parfois on outrepasse ses compétences réelles et on sait qu'il va falloir du travail, de l'obstination et de la maîtrise avant de pouvoir goûter aux fruits de la réussite.
C'est peut-être bizarre, mais je peux très vite me sentir mal à l'aise dans les lieux inconnus, remplis d'inconnus, mais j'adore, vous pouvez pas savoir à quel point j'adore partir seul dans une ville étrangère que je ne connais absolument pas, me perdre dans les rues avec mes rollers aux pieds et mes écouteurs dans les oreilles. C'est une des meilleures sensations que je connaisse. Le monde m'appartient, je vais en général plus vite que les voitures, configure mes rollers pour qu'ils puissent aller vite et glisser sur n'importe quoi, je suis intouchable. Quoi qu'il arrive, d'un danger quelconque ou je sais pas quoi, je sais que je pourrais le fuir ou l'éviter en 3 coups de cuisse. Il m'est impossible d'avoir ce ressenti à pied. Je me sens terriblement vulnérable à pied. Ça a sûrement à voir avec le fait de ne plus être soumis exactement aux mêmes contraintes physiques. À pied, je suis moins rapide, moins vif, moins créatif, moins confiant, moins fluide, moins fort et surtout moins libre. Être à pied, c'est renouer avec l'angoisse. Comme je le disais plus haut, et pour Duclos aussi, le sport, surtout lorsqu'il s'inscrit dans le haut niveau, renvoie immanquablement au registre du phallique. C'est-à-dire que ça donne quelque chose en plus que notre condition d'être humain normale. Et cet en plus, eh bien justement, il y a quelque chose de très phallique, quelque chose qu'on va aller rechercher parce qu'on se sent plus puissant grâce à ça. Des chercheurs de l'université du Queensland en Australie ont même fait des études auprès d'adeptes des sports extrêmes. Leurs conclusions sont que ces adeptes seraient en fait des gens hyper entraînés avec un haut niveau de connaissance d'eux-mêmes, de leur sport et de leur environnement. Et que ces sports, où une erreur peut être fatale pour vivre des expériences qui leur permettent de repousser leurs propres limites et qui viennent transformer leur vie de tous les jours. Et donc, grâce à ces expériences, ils ont pu voir que les participants se sentent très vivants et ont l'impression par la suite que leurs 5 sens sont beaucoup plus alertes dans le quotidien. Ils ont aussi pu remarquer que, grâce à ces sports, cela facilite une augmentation des expériences psychologiques positives et l'expression de valeurs humaines comme l'humilité, l'harmonie, la créativité et même la spiritualité. Une fois de retour dans ma région, je ne suis plus le dernier, je ne suis plus le plus peureux et je commence à doucement attirer la jante féminine et, chose encore plus étonnante, je deviens un très bon élève. Ça peut vous paraître anecdotique, mais j'ai toujours eu de très gros problèmes avec l'éducation nationale et mes notes. Mais à partir de ma 2e seconde, je suis dans les 3 premiers de la classe, les profs me kiffent et c'est une grande première pour moi. Pour le coup, il y a un véritable besoin de supplanter ces émotions par le mental. La peur ne peut être écoutée par exemple. Le travail est toujours le même. Prise en considération de son émotion, prise en considération des dangers et alertes qu'elle nous pointe, analyse des paramètres de la façon la plus objective possible, comparaison des faits avec l'image du moi et la confiance en soi, une réponse, c'est-à-dire si on pense y aller ou si on va doucement se défiler, mais pas sans panache. Toujours est-il qu'il s'agit d'un apprentissage très précieux dans la vie, encore plus pour ce qui va concerner une personne ayant un TDAH. Ça fait trouver des nouvelles voies de recours que l'impulsivité et la non-réflexion. Il est toujours primordial d'être dans le ici et maintenant. Pour ma part, la gestion des émotions, de la frustration, de la colère, c'est pas encore tout à fait mon truc. Le runner n'a pas que des aspects positifs et constructifs pour moi. Une fois sur mes rollers, il n'est pas rare que des émotions soient trop difficiles à gérer, encore plus à contenir. Couplé à mon obstination légendaire, toutes les personnes qui ont partagé des sessions avec moi entre mes 15 et mes 35 ans savent que je peux m'acharner 3 heures sur la même figure sans problème, sans lassitude, juste parce que je ne veux pas m'avouer vaincu. Problème, je jure comme un charretier. Putain de merde! J'hurle, je m'époumonne, je m'égosille à la hauteur de ma frustration. J'ai toujours beaucoup mieux géré la douleur physique que la frustration. À l'hôpital, je suis doux comme un agneau, un patient parfait, patient et très reconnaissant envers tous les soignants. Mais dans la rue, si je ne parviens pas à faire à mon corps ce que je lui ai demandé, je m'insulte copieusement, me confonds avec une merde sur le trottoir et n'ai aucune pitié pour quelque incapacité. Alors oui, je suis très vulgaire. Selon Christophe Dejour, la confrontation du corps à des obstacles favoriserait l'émergence d'une certaine renarcissisation.
Selon lui, cette nécessaire confrontation avec son corps pour advenir, lorsque le corps se heurte à la résistance du monde, lorsqu'aussi le corps rencontre les limites même de ses possibilités, limites infranchissables qui s'imposent à lui, c'est-à-dire lorsqu'il fait de la résistance de son propre corps à son pouvoir d'agir, alors il fait l'expérience de la souffrance. La connaissance du monde est d'abord une connaissance pathie. La douleur permettrait une meilleure connaissance de soi, de l'expérience intime et une plus grande lucidité face aux problèmes d'autrui et du monde. De ce point de vue, les conduites à risque seraient une tentative de traitement du mal par le mal, si l'on en croit François Duparc. Car dans cette quête sans fin de sensations intenses, c'est surtout à la douleur que confine la pratique sportive en excès. Douleur dans la performance, douleur comme substitut à la souffrance psychique, au risque de la désubjectivation, au point de faire coïncider sport et conduite suicidaire. Va rouler là, je sais pas, fais quelque chose, mais là c'est vraiment plus possible. Et voilà ce que va invariablement dire ma femme si je passe trop de temps sans roller. Je deviens nerveux, irritable, plus qu'impatient, et je suis un vrai lion en cage. Après 2 heures de session, là je peux doucement commencer à me calmer, mais avant c'est clairement pas suffisant. Donc pour moi la question de l'addiction ne se pose même pas. La part addictive de ces pratiques, grâce à l'afflux majeur des neurotransmetteurs qu'elles libèrent, n'est plus à prouver. Mais la psychologie permet de voir d'autres éléments que la simple chimie pour une inscription profonde de ces recours et pratiques chez un sujet. Pour le breton, la montée d'adrénaline peut être davantage synonyme d'exaltation que de tension et de peur. Le but est d'obtenir une intensité d'existence, de briser les routines, de trouver ou retrouver des sensations qui permettent à l'individu de se sentir passionnément vivant, d'accéder à une forme de réalité. La pratique est alors un moment où le sujet est pleinement vivant et non réduit à sa fonction de consommateur ou productif à une quelconque société. Il est là, présent, pour lui. Une autre piste explicative que Bonnet et Pedignelli avancent est celle d'une forme de stratégie défensive contre la menace d'effondrement psychique. On peut également comprendre ces prises de risque dans le sport comme des tentatives de symbolisation, d'expériences sensorimotrices primitives, traumatiques et qui n'ont donc pu être représentées. Aussi par le fait d'être omnubilé par ça, comme un toxicomane, quand vous voyez des escaliers, des bancs, des rambardes, des murets, des plans inclinés, toute l'architecture urbaine, moi je vois un top acide, un bac royal, un 5-4. Tout mon esprit est à jamais orienté, conditionné, à ne voir plus que ça. Je m'endors chaque nuit que Dieu fait en m'imaginant rentrer tout ce que je veux avec une facilité déconcertante sur tous les spots que j'aime ou aimerais skater. Ça me fait rêver, ça me remplit de joie, ça m'apaise. Je pense que ça me libère suffisamment d'endorphines pour m'endormir tous les soirs comme un bébé. En bon passionné, j'ai aussi une petite tradition personnelle. Lorsque j'ai une nouvelle paire de rollers, en moyenne tous les 5 mois donc, je la pose toujours à côté de mon lit le premier soir pour la voir en m'endormant et la voir le lendemain au réveil. Pour moi, c'est la promesse et l'imagination de tout ce que nous allons accomplir ensemble. Ils sont à mon chevet, je suis au leur. C'est comme ça que j'aime établir la relation. Et vous pouvez vous marrer, ça me dérange pas. Bref, revenons au début des années 2000. Maintenant que je n'ai plus vraiment peur, je commence à sauter sur des spots de plus en plus difficiles et dangereux. Doucement, je commence à bénéficier d'un nouveau respect là où je roule, et en général, je suis plutôt bien accueilli grâce à mon niveau partout dans le monde. C'est super agréable de voir comment, à chaque voyage, les locaux m'intègrent très vite auprès d'eux, comme si mon niveau présageait d'un certain nombre d'autres qualités. Un effet de halo en somme. Je gagne toujours plus en confiance en moi et en audace, je suis de plus en plus tête brûlée et je commence donc forcément à en subir les conséquences sur mon corps. Donc cela fait aujourd'hui plus de 28 ans que je fais du roller street et voici mon petit palmarès personnel au niveau blessures sérieuses. Donc 3 calcanéums cassés, un morceau de tibia détaché, une séparation des tissus ou je sais pas trop quoi au niveau du genou droit. Je me suis cassé 3 fois le coccyx et ça c'est horrible comme c'est difficile à gérer la guérison de ça. J'ai cassé 24 côtes, et oui, parce qu'on en casse rarement une à la fois, donc ça va assez vite. Les poignets droit et gauche, j'ai arrêté de compter parce que c'est impossible. Métacarpe 3 de la main gauche, toujours 3 vis en titane dedans d'ailleurs. Différentes ruptures de ligaments au poignet droit et gauche, des doigts bien évidemment et surtout les pouces. Le nez 2 fois, à chaque fois en me télescopant avec une autre personne à pleine balle. Et un petit traumatisme crânien des familles.
Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Pour de très nombreux auteurs, la prise de risque et surtout la douleur conséquente des traumatismes physiques pourrait être un moyen de contrôler les affects dépressifs en liant souffrance et plaisir tout en permettant une restauration du narcissisme mis à mal par la perte de l'objet. La capacité à dépasser les blessures, la douleur et donc les limites du corps permet l'illusion d'un sentiment de toute puissance au service d'un narcissisme fragile et fragilisé par la perte d'objets idéalisés. Le fait de déplacer l'attention et le psychisme vers un corps douloureux aurait notamment pour fonction de fermer le psychisme à la dimension dépressive. Si l'on se réfère donc à nouveau à François Duparc, lorsqu'il dit « traiter le mal par le mal », cela est tout à fait vrai et certains psychologues le reformulent ainsi « avoir mal pour avoir moins mal ». Dans la même veine, Racamier propose le terme de dépression expulsée pour décrire ces deuils niés ou ratés ou encore impossibles. Pour lui, il s'agit de mécanismes anti-deuil. Bonnet et Pedignelli, encore eux, dans cette continuité, évoquent eux aussi une recherche de sensation qui vient lutter contre le risque que susciterait l'affect. La sensation se substituerait à un affect trop angoissant et immaîtrisable. Les conduites à risque pourraient apparaître comme un refus de la dimension psychique de l'affect au profit de la matérialité et de l'intensité de la sensation. La littérature nous informe également que la personne serait en quête d'un moi purement hédonique. Purement du registre narcissique, l'exploit est alors un objet à la solde du moi. La concurrence est référée à soi et non pas à la seule discipline. Si l'on garde ce postulat en tête, la prise de risque ne correspond pas à de simples logiques compétitives avec des règles qui les gouvernent et les structurent. Il y a une mise en hors-jeu des règles par une mise en jeu du corps qui peut aller jusqu'à la mort. Certes, mais surtout dire de soi, exposer une part idéalisée du moi. Pour ce qui est des sports extrêmes face aux éléments, c'est encore un petit peu différent puisque l'arbitre nature est convoqué dans sa dimension divine. L'instinct primitif de la survie oblige au geste juste, à la conscientisation extrême du danger. Même si la mort est appelée comme salvatrice de souffrances extrêmes, la volonté de vivre est souvent la plus forte. Contre les éléments déchaînés, résistant à leur inviolabilité, à leur domination, les conquérants de l'extrême dépassent les limites humaines, les repoussant bien au-delà du possible. Si l'on en croit les chercheurs sur la question, presque tous les sportifs extrêmes tentent de s'approcher de la mort pour l'apprivoiser, sans réellement chercher à se détruire. Ils se disent intérieurement « je me fais peur, donc j'existe ». Cette relation étroite avec la mort passe par un agi corporel, dans un rapport étroit entre Eros et Thanatos, dans un processus ordalique. Le corps ne serait pas le lieu du culte du corps, mais celui d'un processus suicidaire. Là où seule une construction de soi paraît dominer, c'est un rapport répulsif à soi-même qui s'affirme. Se confronter à la mort afin d'éviter sa venue ou non. Dans les sources, vous pourrez par exemple lire que leurs yeux, cela paraîtrait tout aussi imbécile d'attendre de décéder d'une maladie que de risquer sa vie lors d'une prise de risque importante. Or, dans le premier cas, il s'agit de posture passive, dans le second, il est question d'être acteur et quelque part décideur. Pour le Breton encore, les adeptes des activités sportives à risque sollicitent symboliquement la mort lors d'épreuves personnelles pour retrouver une place dans le tissu du monde. Il s'agit pour eux de produire leur propre survie dans une fabrique personnelle de sens et de sacré leur permettant de trouver ou retrouver une forme de contrôle sur leur vie. Zuckerman, lui, nous dit que les comportements de recherche de risque dans le sport peuvent évoquer des conduites qualifiées de sensation seeking, c'est-à-dire de recherche de sensations ayant pour origine un besoin de stimulation afin d'obtenir un niveau optimum d'activation. Toujours dans cette perspective, la prise de risque dans le sport renverrait à des comportements de stress seeking, comportements dans lesquels les individus sont en quête d'émotions fortes, de stress à travers l'exposition de soi dans des situations marquées par la peur et l'excitation. Il s'agirait alors d'un stress positif, agréable, voire euphorisant, à distinguer d'un stress pénible. Alors avec toutes les blessures et les autres déconvenues que l'on peut vivre avec cette passion, vous vous demandez sûrement si le jeu en vaut la chandelle. Ma réponse est sans équivoque, c'est un grand oui. Bien que je puisse régulièrement me blesser, je ne peux que continuer de voir le street comme ce qui m'a permis une seconde naissance. Une naissance en tant que sujet. Le roller m'a permis de développer et acquérir tellement que les blessures ne sont que peu de choses à mes yeux. Grâce à mes rollers, je suis passé d'obèse à quelqu'un qui peut se regarder dans le miroir. J'ai appris la persévérance, à dépasser les échecs et vécu des expériences de réussite majeure. J'ai rencontré des gens géniaux
et extraordinaires qui sont aujourd'hui encore mes meilleurs amis. J'ai voyagé et roulé dans le monde entier et le niveau que j'ai depuis une vingtaine d'années me permet de rapidement avoir un certain respect et des affinités avec les locaux, qu'ils soient de New York, d'Antananarivo, de Londres, de La Réunion, de l'Espagne, de la Suisse, du Maroc, du Portugal et j'en passe. Le roller m'a justement permis de dépasser de nombreuses angoisses. Une en particulier, je suis assez stressé et angoissé dans les grandes villes. Je déteste particulièrement les transports en commun qui sont pour moi une grande source d'anxiété. Mais je peux rouler 4, 5, 6 heures dans les plus grandes mégalopoles avec mes écouteurs sur les oreilles, me perdre dans les rues et pourtant éprouver une véritable jouissance. Je suis sûr que si j'ai pu rencontrer des filles, c'est grâce au roller, au moins dans 80% des cas. Le roller m'a obligé à me fixer sur le ici et maintenant, de faire fi de mes émotions et me focaliser sur une exécution précise et totalement organisée par ma pensée. Le roller m'a permis de sortir de chez moi et passer toutes les mauvaises émotions, les mauvais moments et oublier mes soucis. Le roller m'a appris beaucoup sur la vie en général et comment je devais travailler pour passer des étapes clés qui mènent au plaisir, à la reconnaissance et à la beauté créative. Le roller m'a obligé à sans cesse redéfinir les fonctions d'un espace, le voir non comme un espace fonctionnel, mais un espace de création, d'art et de chorégraphie. Je pense que le roller m'a permis de réussir mes études. Je pense très clairement que le roller a eu un grand effet thérapeutique pour moi. Je pense que le roller m'a rendu meilleur. Je pense que le roller m'a sauvé la vie, alors que je n'y étais pas forcément bien engagé. Pour résumer, je citerai à nouveau Le Breton qui souligne que s'il est librement choisi, le risque peut être considéré comme une source d'épanouissement, une occasion de se mesurer à une situation inédite, une façon de redéfinir son existence, d'éprouver ses capacités personnelles, de rehausser l'estime de soi, ou encore d'obtenir une reconnaissance des autres. Voilà, la question aujourd'hui pour moi est de savoir si le roller va continuer de tenir ses promesses alors que je vieillis et que j'ai de plus en plus de mal à maintenir mon niveau, c'est évident. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, tant que j'arriverai à faire un soul ou un bac royal, il n'y a aucune raison que j'arrête. J'ai même envie de dire que de toute façon, je ne sais pas m'arrêter. Ça fait 10 ans que mon psy essaye de me faire accepter mes limites. Mais à quoi bon ? Merci à celles et ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'ici, vous avez été bien courageux. Je remercie très chaleureusement les mécènes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Si vous n'avez pas la possibilité de soutenir la chaîne via Tipeee, n'oubliez pas qu'un like, un partage et un commentaire, c'est gratuit, mais ça récompense du travail fourni. Comme toujours, vous pouvez vous procurer mes livres grâce au lien en description. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, donc d'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.